Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Rémy Magnan, qui est éducateur canin. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour. Alors, quel a été tout d'abord ton parcours ? Mon parcours, quand j'étais jeune, j'étais militaire dans la sécurité civile. Ensuite, un peu plus tard, je suis venu en montagne et puis j'ai été pisseur secouriste pendant quelques saisons. Et ensuite, j'ai passé mon concours de pompier professionnel et j'ai fait toute ma carrière jusqu'à l'année dernière où j'ai pris ma retraite. Et dans ces trois métiers un peu différents, j'étais à chaque fois maître chien pour la recherche de personnes ensevelies, soit sous les avalanches, soit dans les décombres, mais uniquement pour la recherche de personnes. Ça demande déjà beaucoup de travail. Bah ouais, mais c'est une spécialité de la cyno qui me plaisait beaucoup. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de créer une formation au premier secours pour animaux de compagnie ? Eh bien, quand j'étais sapeur-pompier, je donnais beaucoup de cours de secourisme parce que j'étais moniteur de secourisme. Alors, même si aujourd'hui je suis toujours moniteur de secourisme, je n'enseigne plus le secourisme. Et comme à la retraite, j'ai passé cette qualification d'éducateur canin, professionnellement, j'étais conducteur canin, mais récemment, donc j'ai passé ce brevet d'état, ce brevet professionnel d'éducateur canin, et je me suis dit, je sais enseigner le secourisme pour les humains. J'ai quand même un gros intérêt sur l'éducation canine et sur l'apprentissage sur la vie avec les chiens en général, et donc il n'y avait pas loin à faire, à transcrire la formation de secourisme sur les animaux et sur les chiens en particulier. Et à qui s'adresse cette formation ? Est-ce qu'elle s'adresse uniquement aux propriétaires d'animaux ou aux professionnels, toiletteurs Alors non, bien sûr, elle est ouverte à tout le monde. Bien évidemment, les propriétaires de chiens sont plus intéressés parce qu'ils on commence par son propre intérêt. En général, on a peur d'être confronté à une situation dans laquelle le chien serait en difficulté. Et donc, les propriétaires de chiens aiment, veulent se former. Mais il y a des personnes qui viennent, qui n'ont pas de chien. Pour autant, dans leur entourage, il y a des chiens. Ils se disent, ça serait bien d'apprendre à porter secours si jamais il y avait un problème. Ensuite, je m'interdis pas j'ai la demande, par exemple, pour les clubs canins qui souhaitent proposer à leurs membres, à leurs adhérents, une formation. Et dans ce cadre-là, c'est plus au niveau de l'association que je pourrais intervenir pour un groupe de personnes données. Voilà. Et justement, comment elle se déroule cette formation et combien de temps elle dure ? Tout d'abord, dans la formation, on commence à apprendre les gestes et la bonne posture qu'il faut avoir pour faire face à un animal qui est blessé, qui est dans un état de mal-être, quoi. Hein. Et donc, on apprend la position qu'il faut avoir, l'équipement qu'il faut avoir, bien évidemment, par exemple, avoir des gants, de quel côté se présenter, et une fois qu'on a attrapé le chien, qu'on est proche du chien, comment le contenir, donc ce qu'on appelle la contention, pour pouvoir le soigner, pour pouvoir lui faire les gestes de premier secours. Donc ça s'apprend avant toute chose.
Alors la formation, c'est une formation d'une journée qui est calquée sur le PSC1, le premier secours civique de niveau 1. Alors pour information, il n'y a pas de PSC2, hein, donc c'est voilà, mais il n'y a pas de premier secours civique de niveau 2 chez les humains. Donc la formation de sauvetage canin, enfin de secourisme canin, elle est calquée sur la formation des humains et elle dure une journée de 7h30, qui se veut très pratique, même si elle est en salle. Bon, cet été, on verra si on fait des formations à l'extérieur, mais il y a toujours un support, comment dire, qui est projeté contre un mur, donc c'est quand même bien de la faire en salle, mais c'est une formation pratique avec la particularité de pouvoir intervenir sur des chiens vivants. Voilà, alors, on peut emmener son animal de compagnie, alors, c'est chouette. Oui, sous condition quand même, parce que voilà, si le chien a du mal à se faire comment dire, toucher. Ouais. Alors, ça mettrait dans les conditions d'un chien blessé. On pourrait se dire, tiens, on va apprendre sur un chien qui est un peu réactif, voir comment il faut faire et considérer qu'il est blessé, mais voilà, il faut quand même pas jouer à ça. Il vaut mieux que ce soit un chien sympa, et sur un chien sympa, on peut apprendre les gestes pour se protéger, pour bien. On parle d'abordage, voilà, on n'aborde pas un bateau, mais on aborde un chien qui a la particularité d'avoir des dents et qui peut mordre, surtout s'il est blessé. Voilà. Oui, parce que c'est leur moyen de réagir le plus facile. Enfin... Oui, le chien, il parle avec ses dents des fois et ça fait plus mal. Des fois, les mots peuvent faire mal, mais les dents font mal, effectivement. Donc, si les chiens sont gentils, on peut venir avec son animal. Qu'est-ce qu'on apprend vraiment? Parce que quand on se dit PSC1, on se dit bouche à bouche. Est-ce que ça se fait, par exemple, avec son chien? Est-ce qu'on masse un chien? Alors, oui, à la différence du secours à personne, du secourisme humain, qui est, lui, très encadré par toute une réglementation. Le secourisme canin n'est encadré par aucune réglementation. Pour autant, on calque d'un point de vue pédagogique sur la pédagogie humaine, c'est-à-dire le contenu, lui. Et personnellement, moi, je me suis rapproché de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, qui préconise à travers, je ne sais pas si on a le droit de le dire, iconographie, oui, qui propose en secourisme humain des mannequins, des plaquettes, des mémentos de secouristes. Il propose la même chose au niveau canin. Et donc, moi, personnellement, je me suis calqué sur la pédagogie que j'avais apprise pour le secourisme humain, en utilisant des techniques qui ont été, malgré tout, validées par l'école vétérinaire nationale de Maisons-Alfort. Waouh! Ah oui, donc c'est vraiment... Alors, le contenu, si tu veux, on peut le détailler. Hein. Je ne sais pas si c'est bien d'aller aussi loin, mais donc le contenu, on va repérer certaines situations pour lesquelles le chien sera en danger. Alors si le chien n'arrive plus à respirer, ça se voit vite. Mais par contre, si le chien ne s'alimente pas, s'il y a une blessure, qu'il boite, etc., c'est peut-être un peu plus délicat à remarquer. Bien évidemment, la solution, c'est d'aller consulter un vétérinaire, mais il y a bien des situations où il faudra aller voir un vétérinaire, et si on n'est pas à même de les remarquer, ces situations-là, eh ben la situation peut s'aggraver et rapidement, et là on a une situation qui est pas bonne pour le chien. Voilà. Donc on va donc apprendre à faire face à des plaies, des blessures, des plaies, des brûlures, apprendre à faire des bandages. Et ça, c'est pour les choses pas très graves. Par contre, il y a aussi des gestes d'urgence que l'on va apprendre, notamment si par exemple un chien s'étouffe. Alors, dans le secourisme humain, on parlait des méthodes de Heimlich que les gens peuvent se remémorer peut-être. Et ben c'est la même chose. On appuie à peu près au même endroit sur les chiens. On fait des claques dans le dos. Et on peut faire face dans ce cas-là, par exemple, à des chiens qui auraient un os de coincé dans la gorge, ou une balle, ou un jouet, ou un bout de bois.
Ça, c'est l'obstruction des voies aériennes, mais on peut faire face aussi à des cas plus graves comme les hémorragies. Tout à l'heure, je parlais de plaies ou de brûlures, mais les hémorragies doivent être traitées immédiatement sous peine de voir le chien mourir et son cœur s'arrêter. Donc, on apprend à faire des compressions manuelles, des pansements compressifs, voire même des garrots. Et ensuite, on monte dans la gravité, et si le chien, par exemple, est inconscient, on vérifie s'il respire. Alors, le mettre en PLS, comme chez les humains, un chien, de point de vue morphologique, quand il est couché, il est quasiment en PLS, mais on apprend à lui basculer la tête en arrière pour lui libérer ses voies aériennes supérieures, parce qu'ils sont faits à peu près comme nous, nos amis les chiens. Mais on peut aussi apprendre à leur faire le bouche à bouche. Alors, on parle pas de bouche à bouche, on parle de bouche à truffe, parce que souffler dans la bouche d'un chien, s'il a un long museau, c'est un peu compliqué. Alors, sur le tien, là, ça pourrait peut-être faire. On ne fera pas parce que il est en bonne santé. Mais on va faire le bouche à truffe et on va faire le massage cardiaque. Voilà, toutes ces choses, elles s'apprennent en une journée. Donc, la journée est bien chargée en général. Et donc cette formation, est-ce que les participants repartent avec une attestation, une certification ? Alors oui, ils repartent pas avec un diplôme parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'existe pas de diplôme parce qu'il n'existe aucune formation qui est officielle. Quand on suit une formation de secourisme humain, on repart avec un diplôme qui est un diplôme d'État. Hein, c'est pas un doctorat. Hein, on ressort pas de vétérinaire, hein, bien évidemment. Mais on sort avec un diplôme officiel, alors que dans la formation de secourisme canin, comme aucune formation officielle n'existe, on ne peut délivrer que des attestations de formation, et bien évidemment, moi je fournis ces attestations de participation au stage. Il n'y a bien évidemment pas d'examen, mais il y a ces attestations qui valent ce qu'elles valent et qui permettent de prouver qu'on s'est penché sur le problème au moins pendant une journée. Et le mieux, est-ce que c'est aussi de se recycler de temps en temps ? Enfin, pour déjà voir de nouvelles méthodes et peut-être parce que on oublie si on pratique pas tous les jours, tout simplement. Alors, de nouvelles méthodes, c'est vrai que c'est un peu la spécialité du secourisme humain. Secourisme humain, régulièrement, le secourisme change parce que les techniques évoluent pour diverses raisons. Le secourisme canin est quand même relativement récent, donc les techniques enseignées, elles n'ont pas encore trop évolué, mais comme tu le disais, effectivement, on oublie vite les choses, surtout quand on les pratique pas. Mais il n'existe pas de recyclage de secourisme. Comme en secourisme humain, la formation de secourisme humain, elle est basée sur l'objectif de former beaucoup de secouristes, et elle a été réduite à une simple journée pour toucher le maximum de personnes, et les gestes qui ont été enseignés sont de plus en plus simples pour pouvoir être accessibles au plus grand nombre. Et on a réduit les heures de formation. En secourisme canin, on n'a pas encore tout ce recul, mais pour autant, il n'existe pas de recyclage. Et puis faire un recyclage d'une formation qui dure une journée et au bout de quelques mois, quelques années, on a oublié la plupart des choses, et il semble judicieux de refaire carrément une formation d'une journée. Donc non, il n'y a pas de recyclage. Donc il faut qu'on revienne faire une formation. Tu es un des seuls dans les Hautes-Alpes justement à proposer cette formation, même dans le département sans doute. Alors sans doute, je l'affirmerai pas. Peut-être que vos auditeurs vont vous appeler pour vous dire si, il y en a une à tel endroit. Personnellement, je suis malgré tout allé faire moi une formation de secouriste sur Digne, à la protection civile. C'est souvent les associations de secourisme et les associations de sécurité civile dans lesquelles il y a des moniteurs de secourisme qui ont une attirance avec les chiens, qui proposent ces formations-là.
Chez les sapeurs-pompiers, dans le département, il y en a pas puisque j'en faisais partie. Dans d'autres départements, certains sapeurs-pompiers, certains services départementaux d'incendie de secours le proposent. Mais dans le département, non, je pense pas. Il y a quelques années, le conseil départemental, me semble-t-il, avait fait une formation, mais de mémoire, elle n'a pas été renouvelée. Et quels sont les gestes d'urgence les plus importants que tout propriétaire devrait connaître, justement? Alors, il y en a beaucoup. C'est difficile de dire celui-là, il faut absolument le connaître. Bien évidemment, si un chien a le cœur qui s'arrête, c'est une évidence que si on ne sait pas faire, on n'a pas le temps d'aller chez le vétérinaire. Pour autant, les arrêts cardiaques chez les chiens, c'est pas très fréquent non plus. Oui. On meurt tous d'un arrêt cardiaque, quelque part. Mais nous, les animaux, j'inclus les humains. Mais je pense surtout à, par exemple, l'obstruction des voies aériennes. Ça peut aller très 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 vite. On joue avec une balle de tennis. Sur un chien de petite taille, il arrivera peut-être pas à l'avaler, mais on va prendre un malinois, un malinois qui adore la balle de tennis, qui est de taille moyenne, il va jouer et il y a des accidents, il peut très bien se coincer la balle dans la gorge, et là on a des gestes à prendre. Oui, dans l'excitation, voilà. Il est content. Nous en montagne, ici dans les Hautes-Alpes, on a des vipères. Au printemps, les morsures, les envenimations de serpents sont extrêmement dangereuses, et même si nous, en tant que secouristes, on ne pourra pas régler le problème, on a des gestes à faire qui nous permettront dans les meilleures conditions consulter les services d'un vétérinaire. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes. Utiliser l'aspi-venin, des trucs pour nous, non? Alors on a un peu la difficulté des poils, ça voudrait dire qu'il faudrait les raser avant. Non, mais bon, sans rentrer dans les détails, il faut transporter rapidement l'animal, mais voilà, on a des méthodes de conditionnement qu'on peut apprendre pendant la formation qui pourraient nous aider. Mais je pensais aussi aux hémorragies. Alors la petite coupure, si on ne sait pas faire le pansement, c'est pas ça qui mettra en danger la vie de votre chien. Votre chien, il se blesse le coussinet, il saigne un peu, c'est pas un saignement hémorragique. Vous aurez le temps d'aller prendre conseil auprès d'un vétérinaire tranquillement. Maintenant, le chien se coupe avec, je sais pas, en passant à travers une vitre et provoque une hémorragie importante. Là, si on connaît pas le geste qui va bien pour stopper l'hémorragie, globalement, en parlant un peu, peut-être un peu violente, le chien, en l'espace de 30-40 secondes, il va perdre connaissance, sa ventilation va s'arrêter, et en moins de quelques minutes, son cœur va s'arrêter, et là, c'est un stade de non-retour, quoi. Voilà. Donc, alors qu'il y a un simple geste à faire pour arrêter l'hémorragie. Voilà. Donc, ça, c'est des choses faciles à faire, faciles à apprendre, faciles à se rappeler, et qui peut sauver la vie de votre chien, effectivement. Oui, le retournement d'estomac est une chose qui arrive heureusement pas fréquemment, mais typiquement, le jour où ça arrive, il faut il faut en reconnaître les symptômes. Je parle pas de diagnostic, encore une fois, parce dans la formation, il y a aucune, il y a rien de médical dans la formation. Voilà, donc on parle pas de diagnostic, on parle vraiment de situations et de signes qui annonceraient le retournement d'estomac. Et le retournement d'estomac, il faut remarquer les signes caractéristiques et aller très 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 rapidement consulter un médecin pour qu'il agisse sous peine de voir son chien mourir dans des délais très très brefs, quoi. Voilà. C'est de l'ordre de peut-être 30 minutes, 3 quarts d'heure, quoi, avant une prise en charge médicale. Voilà. Donc il faut faire très rapide, il faut être très rapide, et pour autant, il faut reconnaître les signes de ce retournement d'estomac. Après, il y a de la prévention aussi à mettre en place. Alors, mais comme tout le temps, si le chien, on fait de la prévention qui va empêcher au retournement d'estomac, et effectivement, dans l'absolu,
on n'a pas besoin d'en pas connaître à ici, manger on est quand on d'accord. va jouer. Voilà. Enfin, Retournement d'estomac. si on va faire une grosse balade et qu'on va lui lancer le frisbee, qui va faire des acrobaties, on va peut-être éviter de lui donner à manger avant. Enfin. Oui, voilà. En général, c'est plutôt les chiens de grande taille, mais l'estomac, il est fait de telle manière que si il est plein et qu'on lui fait, on fait bouger le chien de manière importante, il est possible qu'il se retourne sur lui-même avec des conséquences qui peuvent être désastreuses. Ça va aller à la mort de suite. Le chien va s'étouffer et va fabriquer des gaz et qui vont le mener à la mort, quoi. Donc il faut l'opération est obligatoire et doit être fait dans un délai très très court. Et qu'est-ce qu'il y a malheureusement de plus courant? Donc l'été, on a parlé des piqûres, guêpes, vipères, choses comme ça. Oui, alors moi j'ai pas de recul, hein. L'occasion m'en est donnée pour dire que le secouriste n'est pas du tout, c'est pas parce qu'on fait une formation de secouriste qu'on est un demi ou un quart de vétérinaire, quoi, hein. Ouais. Donc il y a aucune formation médicale dans ces formations de secouriste. Et donc, j'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que j'ai pas le recul d'un cabinet vétérinaire. Ça, c'est la question qu'il faudrait poser à un vétérinaire. Mais on peut imaginer, nous, des coups de chaleur, des personnes qui laissent leur chien trop longtemps dans la voiture. Donc, la formation explique que c'est pas bien de le faire, mais elle explique aussi qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à une situation au cours de laquelle on découvre qu'il y a un chien dans une voiture. Ah oui, il y a la prévention. Alors peut-être que ce chien-là, il n'est pas en danger et que si on casse la fenêtre, on va être embêté parce que il n'y aura pas de raison de l'avoir fait. Mais par contre, au cours de la formation, on apprend les signes de détresse d'un chien qui ferait une hyperthermie, un excès de température. Voilà. Donc ça s'apprend. Après, on peut imaginer effectivement les piqûres les morsures de serpent, et à cette époque-là, au printemps, on a quand même les chenilles processionnaires qui se développent sur les pins et qui provoquent des réactions allergisantes très très graves et qui peuvent être gravissimes, aussi bien pour votre chien que pour nous. Mis à part que nous, on va pas aller lécher un nid qui est tombé au sol, alors que le chien, lui, il va jouer. Il va tirer. Là encore une fois, moi je suis pas vétérinaire, mais je sais qu'il y a dans ces chenilles-là des protéines qui peuvent attirer les chiens. Aïe. Et il y a une forme d'appétence dans ces chenilles, et les chiens sont attirés dedans. Sont attirés par les chenilles et voilà, ça peut être gravissime. Voilà. Donc la prévention, d'accord, mais si le chien on l'a pas vu faire, il va falloir réagir et dans ce cas-là, il va falloir faire les bons gestes avant d'aller ou en même temps que transporter le chien chez un vétérinaire. Et donc tu peux te déplacer un petit peu partout. Tu as déjà proposé des formations à Crau. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une salle communale à Crau, au bord du lac de Serre-François. Donc le cadre est super sympa. Les personnes qui viennent avec leurs chiens, on est dans la nature de suite. Donc au cours des pauses, le chien il peut aller faire ses besoins. On boit un café, le chien va se promener sur les bords du lac, c'est super sympa. Il va se baigner pour les beaux jours. Voilà, alors se baigner peut-être pas parce que quand il va revenir en salle, parce que la formation est quand même assez intense et on fait une petite pause en milieu de matinée histoire de boire un café et d'aller aux toilettes et donc si le chien revient tout trempé, ça va pas être très sympa, quoi. Voilà, mais ça va sentir bon dans la salle. Ouais, sentir bon, et puis on va se mouiller aussi parce qu'on passe la plupart du temps à genoux ou à quatre pattes autour des animaux plutôt que de prendre le chien et le poser sur une table. Voilà. Et comment on peut te contacter pour retrouver toutes ces informations, justement, si on a envie si on est un club canin, si on est un professionnel, si on a envie, ou tout simplement même propriétaire d'un chien.
Alors, comme je disais tout à l'heure dans la présentation, moi je suis à la retraite depuis le printemps dernier et donc j'ai créé une petite structure associative qui s'appelle le Club Canin Embrunais. Alors Embrunais, c'est le nom des habitants d'Embrun et j'ai fait un petit jeu de mots parce que j'écris Embrunais NEZ pour faire référence à l'olfaction du chien parce que je propose, même si je suis éducateur canin, je ne propose pas d'éducation canine au sens propre du terme, mais plutôt des activités canines. Parce que l'objectif de mon association est de faire plaisir au chien. Si le chien a du plaisir, le maître a du plaisir. Et si le maître et le chien ont du plaisir, eh ben moi j'ai du plaisir. Et donc je propose des activités liées à l'olfaction, à la recherche de personnes et la détection de matière. Ah. Alors voilà, et c'est exactement les truffes. Alors même si voilà, la difficulté dans le cavage, ça s'appelle le cavage, la recherche de truffes. C'est que c'est pas si compliqué d'éduquer un chien à la recherche de la truffe. Par contre, c'est compliqué d'avoir des chênes truffiers. Ah. D'accord. Et en général, les personnes qui plantent des chênes truffiers ont des chiens qu'ils éduquent eux-mêmes. Ah. Voilà. Non, essentiellement, donc mon association, on travaille sur la recherche de personnes, c'est très ludique, et donc on a un site internet, donc le Club Canin Embrunais que vous pourrez trouver facilement. Autrement, j'ai une page Facebook du même nom, et là il y a toutes mes coordonnées. Et pour en revenir aux formations de secourisme, j'essaye d'en faire en fonction de la demande, régulièrement tous les 2 ou 3 mois peut-être. Et tu es sur Facebook aussi, sur les réseaux, Instagram, enfin, on peut te retrouver. Oui, Facebook uniquement. Je suis d'une génération qui a un peu boudé les réseaux sociaux parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de dérives. Et il faut reconnaître que Facebook c'est un moyen de communiquer dans la mesure où il est bien utilisé, assez puissant, peut-être plus qu'un site. C'est complémentaire. Donc non, j'ai uniquement un site internet et une page Facebook. Merci beaucoup, Jean-Rémy. Merci à toi.